Vous pensez connaître les limites de la trahison? Attendez d'entendre ce qui m'est arrivé. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui va vous glacer le sang et vous faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'amour, la famille et la confiance. Cette histoire est si incroyable que si quelqu'un me l'avait racontée, j'aurais pensé que c'était une invention pure et simple. Mais non, c'est ma réalité, ma vie qui a basculé du jour au lendemain de la manière la plus impensable qui soit. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide énormément à continuer de partager ces témoignages qui peuvent changer des vies. Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 36 ans et je vis dans le sud de la France. Pendant 15 longues années, j'ai cru vivre un mariage parfait. Enfin, pas parfait, mais stable, harmonieux, construit sur des bases solides. Ou du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que ma vie s'effondre complètement. Tout a commencé il y a 16 ans, quand j'ai rencontré Théo. J'avais 20 ans, lui 25. Il venait de terminer ses études de kinésithérapeute et commençait sa carrière avec une ambition et une douceur qui m'ont immédiatement séduite. Contrairement aux hommes de sa région, connus pour être parfois rustres et machistes, Théo était l'opposé total. Un homme tendre, attentionné, respectueux. Le genre d'homme dont toutes mes amies me disaient qu'il était fait pour moi, qu'il serait un mari parfait. Et c'est exactement ce qu'il semblait être. Nous nous sommes mariés après 3 années de relations intenses et passionnées. Notre premier enfant est arrivé peu après notre mariage, une petite fille magnifique qui a illuminé notre foyer. Notre fils a suivi 2 ans plus tard. Nous avions construit une famille, une maison, des projets communs. Nous avions traversé des moments difficiles comme tous les couples, des disputes, des périodes de doute, mais jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé qu'il puisse me trahir. Et encore moins de la façon dont tout cela s'est produit. La relation entre Théo et son père, Philippe, a toujours été particulièrement fusionnelle. Ils étaient plus que père et fils, ils étaient de véritables complices, presque comme des frères. Ils se parlaient quotidiennement, s'envoyaient des messages à longueur de journée, partaient en voyage ensemble, juste tous les deux. Au début, je trouvais cela touchant, même beau. Cette complicité entre un père et son fils me faisait rêver, moi qui n'avais jamais eu ce genre de relation avec mon propre père. Philippe était un homme particulier, je dois l'avouer. Un personnage énigmatique, méticuleux, d'une élégance presque déplacée pour quelqu'un qui vivait dans notre petite ville du Sud. Il était veuf depuis ses 45 ans environ, vivait seul dans sa grande maison et ne semblait jamais s'intéresser aux femmes. Chaque fois que j'abordais le sujet avec lui, que je lui demandais s'il ne souhaitait pas refaire sa vie, rencontrer quelqu'un, il me répondait invariablement qu'il avait déjà vécu tout ce qu'il fallait vivre, qu'il cherchait maintenant la tranquillité. Au fil des années, je voyais effectivement qu'il ne fréquentait personne, qu'aucune femme n'entrait dans sa vie. J'ai fini par arrêter de poser des questions car je voyais bien que cela le mettait mal à l'aise. Je respectais son choix de solitude, même si cela me semblait triste pour un homme encore séduisant et dans la force de l'âge. Avec le recul, je comprends maintenant que les signaux d'alarme étaient là depuis le début, mais j'ai choisi de les ignorer. Ou plutôt, je ne savais pas les interpréter correctement. Théo était devenu de plus en plus possessif avec son téléphone portable. Quand je voulais l'utiliser pour mettre de la musique ou faire une recherche rapide, il se tendait immédiatement, trouvait toujours une excuse pour le récupérer rapidement. Il me disait que c'était professionnel, qu'il avait des informations confidentielles sur ses patients, que je devais respecter le secret médical. Sur le moment, ses explications me semblaient logiques. Je respectais son travail, sa déontologie professionnelle, mais son comportement était de plus en plus étrange. Il passait des heures sur son téléphone, souvent le soir après le coucher des enfants. Quand je lui demandais ce qu'il faisait, qui lui écrivait si tard, il me répondait que c'était encore le travail, des urgences, des patients qui avaient besoin de conseils. Je commençais à avoir des doutes, mais je les refoulais. La confiance était la base de notre couple, du moins je le croyais. Je me disais que si je commençais à douter de lui sans raison valable, notre mariage était condamné. Alors je fermais les yeux, j'essayais de ne pas voir ce qui me dérangeait. Il y a eu ce samedi après-midi qui a marqué le début de ma prise de conscience. Nous devions nous rendre à l'anniversaire d'un camarade de classe de notre fille. Théo était prêt, mais il m'a annoncé qu'il devait passer chez son père pour récupérer un livre qu'il lui avait emprunté. Je trouvais cela bizarre un samedi après-midi, alors que nous étions déjà habillés et prêts à partir, mais je n'ai rien dit.
Je lui ai simplement demandé de ne pas traîner pour que nous ne soyons pas en retard. Il est parti et n'est revenu qu'1 heure et demie plus tard. Quand il est rentré, il n'avait pas le livre. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il avait oublié. À cet instant précis, j'ai senti mon estomac se nouer. Quelque chose clochait. Il était tendu, nerveux, évitait mon regard. Mon instinct me criait qu'il mentait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Ce soir-là, après la fête d'anniversaire, Théo s'est couché en me tournant le dos. Quand j'ai essayé de me rapprocher de lui, de l'embrasser, il m'a repoussé gentiment mais fermement, prétextant qu'il était fatigué. J'ai passé la nuit éveillée, avec cette sensation désagréable que quelque chose m'échappait, que ma vie de couple prenait une direction que je ne comprenais pas. Les jours suivants, son comportement n'a fait qu'empirer. Il était distant, préoccupé, mais refusait de me dire ce qui le tracassait. Quand j'insistais, il s'énervait, me reprochait d'être trop curieuse, trop possessive. Mes questions devenaient des reproches. Mes inquiétudes devenaient de la jalousie, selon lui. C'est alors qu'a eu lieu l'incident qui a fait voler ma vie en éclats. Une nuit, vers 3 heures du matin, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Théo était sous la douche depuis 1/4 d'heure. Normalement, je n'aurais jamais touché à son téléphone, mais les vibrations incessantes m'énervaient. Je me suis dit que c'était peut-être urgent, une urgence médicale. J'ai pris le téléphone et j'ai vu des notifications d'emails. Pas de WhatsApp, pas de SMS, mais des emails. Et l'expéditeur m'a glacé le sang. Philippe, son père, à 3 heures du matin. J'ai ouvert le premier email et ce que j'ai lu m'a littéralement coupé le souffle. Mon amour, je n'en peux plus de cette situation. Nous devons être plus prudents, mais je refuse de continuer à nous cacher. Je t'aime, tu le sais, mais mentir à Camille me devient insupportable. Nous devons prendre une décision. J'ai relu ce message 10 fois, 20 fois, pensant avoir mal compris, pensant rêver. Mais non, c'était bien un message d'amour, de Philippe, à mon mari. Mon mari recevait des messages d'amour de son propre père. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à tenir le téléphone. J'ai ouvert d'autres emails, remontant dans leur conversation. Et là, j'ai découvert l'horreur absolue. Des mois et des mois d'échanges amoureux entre eux. Des « je t'aime », des « tu me manques », des « vivement qu'on se retrouve ». Une correspondance de 2 amants qui se cachent, qui organisent leur rendez-vous secret. Tout s'éclairait d'un coup. Les voyages père-fils, les longues conversations téléphoniques, les après-midi où Théo disparaissait chez Philippe. Ce n'était pas de la complicité familiale, c'était une liaison amoureuse. Quand Théo est sorti de la douche et qu'il m'a vu avec son téléphone dans les mains, il est devenu livide. Il a essayé de me l'arracher, mais je l'ai serré contre moi. J'étais paralysée, incapable de parler, incapable de bouger. Finalement, j'ai réussi à articuler une phrase qui allait changer notre vie à jamais. « Tu me trompes avec ton propre père ?» Le silence qui a suivi semblait durer une éternité. Le silence de Théo était plus lourd que tous les aveux du monde. Il s'est assis sur le bord du lit, a pris sa tête entre ses mains, et pendant de longues minutes, nous sommes restés là, dans cette position surréaliste. Moi debout avec son téléphone, lui effondré, et entre nous cette vérité monstrueuse qui venait de surgir. Je répétais sans cesse la même phrase « Tu me trompes avec ton père. Tu me trompes avec ton père. » Comme si le fait de le dire plusieurs fois allait changer la réalité, allait transformer ce cauchemar en malentendu. Quand il a finalement relevé la tête, ses yeux étaient rouges. Il n'a pas nié. Il n'a même pas essayé de me donner une explication alternative. Il a simplement hoché la tête. Ce petit geste a été comme un coup de poignard en plein cœur. Ma première question, celle qui m'obsédait déjà, a jailli. Depuis quand ? Ma voix était à peine audible, comme si j'avais peur de la réponse. Et effectivement, j'avais raison d'avoir peur. Ce qui a suivi a été pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. « Camille », a-t-il murmuré, « Philippe n'est pas mon père biologique. » Cette phrase m'a frappée comme une gifle. En 15 ans de mariage, jamais, au grand jamais, il ne m'avait dit qu'il était adopté. Pour moi, pour tout le monde d'ailleurs, Philippe était son père naturel. Ils se ressemblaient. Ils avaient les mêmes expressions, les mêmes gestes. Comment avais-je pu passer à côté de ça ? J'ai été adopté à l'âge de 9 ans, a-t-il continué. Avant ça, j'ai vécu dans plusieurs familles d'accueil. Philippe et sa femme, Marguerite, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils m'ont accueilli et m'ont donné leur nom. Chaque mot qu'ils prononçaient s'enfonçait en moi comme une lame. Non seulement mon mari me trompait, mais en plus il m'avait menti sur ses origines pendant toutes ces années.
Qui était vraiment l'homme que j'avais épousé? Le problème, a-t-il poursuivi d'une voix de plus en plus faible, c'est que les limites n'ont jamais été claires entre nous. Philippe était différent avec moi, trop proche, trop affectueux. À l'adolescence, j'ai commencé à comprendre que ce qu'il ressentait pour moi n'était pas paternel. J'avais l'impression de découvrir un homme que je ne connaissais pas. Cet homme qui partageait mon lit depuis 15 ans, qui était le père de mes enfants, était en réalité un étranger total. Et Marguerite, ai-je réussi à demander. Je me souvenais de cette femme douce dont Théo parlait toujours avec beaucoup de respect et d'affection. Le visage de Théo s'est assombri encore plus. Elle avait des soupçons. Vers mes 16 ans, elle a commencé à nous surprendre dans des situations ambiguës. Elle a trouvé des messages. Elle nous a vus avoir des gestes qui n'étaient pas normaux entre un père et son fils. Elle a confronté Philippe, mais il niait tout. Il lui disait qu'elle devenait paranoïaque, qu'elle voyait le mal partout. Et toi, tu as nié aussi? J'étais adolescent, j'avais peur, j'étais perdu. Oui, j'ai nié. Je lui ai dit que c'était dans sa tête, que Philippe était juste protecteur avec moi. La culpabilité dans sa voix était palpable. Il savait qu'il avait contribué à faire passer cette femme pour folle alors qu'elle avait raison de s'inquiéter. Peu de temps après, Marguerite est tombée malade, un cancer du sein très agressif. Elle est morte en moins de 8 mois. Et là, nous nous sommes retrouvés seuls dans cette grande maison, Philippe et moi. Le tableau devenait de plus en plus sordide. Une femme qui meurt après avoir découvert la vérité sur son mari et son fils adoptif. Et après sa mort, plus rien ne les empêchait de vivre leur relation malsaine. Quand je t'ai rencontré, a continué Théo, j'ai cru que c'était ma chance de m'en sortir. Je me suis dit que si je me mariais, si je fondais une famille, j'arriverais à couper les liens avec Philippe, à avoir une vie normale. Mais tu n'y es jamais arrivé. Non. Chaque fois que je le voyais, chaque voyage qu'on faisait ensemble, chaque message qu'on échangeait, tout revenait. C'était plus fort que moi. J'étais écœuré. Pendant toutes ces années, j'avais été utilisé comme paravent, comme couverture pour cacher leur relation. Mon mariage n'était qu'une façade. Mes enfants n'étaient que des accessoires pour donner le change. Les enfants le savent? Ai-je demandé, terrifié par la réponse. Non, non, bien sûr que non. Nous avons toujours fait très attention, ils ne se doutent de rien. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Mais maintenant que je savais, je me souvenais de petits détails qui m'avaient échappé. La façon dont Philippe regardait Théo parfois, ses gestes un peu trop tendres, sa présence constante dans notre vie de famille. Et maintenant, ai-je murmuré, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Théo a levé les yeux vers moi et j'y ai lu une résolution qui m'a glacée. Je ne peux plus continuer à mentir, Camille. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Philippe et moi, nous nous aimons vraiment. Ce n'est pas juste du désir ou de la confusion. C'est de l'amour. Ces mots ont été comme un coup de massue. Il ne regrettait pas. Il ne demandait pas pardon. Il m'annonçait simplement qu'il choisissait Philippe plutôt que notre famille. Et nous? Et les enfants? Je ne sais pas. Je ne sais plus où j'en suis. Cette nuit-là, je lui ai demandé de dormir dans la chambre d'amis. Je ne supportais plus sa présence près de moi. J'avais l'impression que mon corps était souillé rien qu'en le regardant. Je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée allongée dans notre lit conjugal, à regarder le plafond, essayant de comprendre comment ma vie avait pu basculer en quelques heures. Comment j'avais pu être aussi aveugle, aussi naïve. Le matin suivant, quand je me suis levée pour préparer le petit déjeuner des enfants, Théo n'était plus là. Ses affaires avaient disparu de l'armoire, sa brosse à dents n'était plus dans la salle de bain, ses papiers n'étaient plus sur son bureau. Il était parti sans un mot, sans une explication, sans même dire au revoir à ses enfants. Quand notre fille de 13 ans m'a demandé où était papa, je n'ai pas su quoi répondre. J'ai balbutié qu'il était parti en urgence pour le travail, qu'il rentrerait bientôt. Mais en voyant ses yeux inquiets, j'ai su qu'elle sentait que quelque chose clochait. J'ai tenté de joindre Théo toute la matinée. Son téléphone était éteint. J'ai essayé d'appeler Philippe, même résultat. Ils avaient disparu tous les deux, me laissant seule avec nos enfants et cette vérité monstrueuse. C'est l'après-midi même que j'ai eu la confirmation de mes pires craintes. Une voisine de Philippe est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle les avait vus partir ensemble dans la matinée, avec des valises, et qu'ils prenaient la direction de l'autoroute. Un autre voisin lui avait dit qu'ils partaient s'installer à Lyon, qu'ils ne reviendraient plus. Même les voisins étaient au courant de leur relation, et moi, l'épouse, la mère de ses enfants, j'étais la dernière à savoir. Les jours qui ont suivi le départ de Théo ont été les plus sombres de ma vie.
Je suis entrée dans une phase que je ne peux décrire que comme un état de mort vivante. Je me levais le matin uniquement parce que mes enfants avaient besoin de moi, mais j'étais incapable de fonctionner normalement. J'ai d'abord emmené les enfants chez ma sœur Sophie en lui expliquant que j'avais besoin de quelques jours pour régler des problèmes urgents. Je ne pouvais pas leur dire la vérité. Pas encore. Comment expliquer à une adolescente de 13 ans et à un garçon de 11 ans que leur père était parti vivre avec leur grand-père dans une relation amoureuse? Une fois seule dans la maison, je me suis complètement laissée aller. Je ne mangeais plus, je ne me lavais plus, je restais en pyjama toute la journée. La maison est rapidement devenue un champ de bataille. Vaisselle sale qui s'empilait, linge qui traînait partout, nourriture qui pourrissait dans le frigo. Je passais mes journées allongée sur le canapé, à regarder le plafond, essayant de comprendre comment j'avais pu être aussi aveugle. Tous les signes étaient là, mais je les avais interprétés comme de l'affection familiale normale. Leur complicité, leur voyage, leur conversation privée, tout prenait maintenant un sens différent, un sens écœurant. Le plus dur était de réaliser que toute ma vie conjugale avait été un mensonge. Quand Théo me faisait l'amour, pensait-il à Philippe? Quand il me disait qu'il m'aimait, était-ce pour se convaincre lui-même? Nos enfants étaient-ils juste un moyen de donner le change, de paraître normal aux yeux du monde? Au bout d'une semaine, Sophie m'a appelé en visioconférence avec les enfants. Ils voulaient me voir, me parler. Quand j'ai vu leur petit visage inquiet sur l'écran, j'ai failli craquer. Ma fille m'a immédiatement demandé pourquoi papa ne répondait pas au téléphone, pourquoi il ne les avait pas appelés. J'ai improvisé une explication bancale. Papa avait dû partir en urgence pour une formation professionnelle dans une zone sans réseau. Je voyais bien qu'elle n'était pas convaincue, mais elle n'a pas insisté. Mon fils, lui, semblait plus préoccupé par le fait que je ne ressemblais plus à leur maman habituelle. Après cet appel, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas continuer comme ça. Mes enfants avaient besoin de moi, et je devais me ressaisir, au moins pour eux. J'ai commencé par appeler mon médecin traitant. Je lui ai expliqué que je traversais une période très difficile suite à des problèmes conjugaux graves. Il m'a immédiatement prescrit des antidépresseurs et m'a orienté vers un psychologue. Il m'a aussi arrêté 2 semaines pour que je puisse me reposer et commencer un traitement. Le plus difficile a été de retourner chez Philippe pour récupérer des affaires que Théo avait pu oublier et surtout pour essayer de comprendre. Quand je suis arrivée devant la maison, elle était effectivement vide. Les volets étaient fermés, le jardin commençait déjà à montrer des signes d'abandon. Un voisin que je connaissais un peu s'est approché de moi. Ce qu'il m'a dit m'a achevée. « Vous savez, madame, ça fait des années qu'on se doutait qu'il y avait quelque chose de bizarre entre eux. On voyait bien qu'ils étaient très proches, mais on ne voulait pas dire de bêtises. Donc tout le quartier était au courant. Toute la ville devait maintenant savoir que mon mari m'avait quitté pour vivre avec son père adoptif. J'étais devenue la risée de toute la région. En rentrant chez moi, j'ai trouvé plusieurs messages sur mon répondeur. Des amis qui avaient entendu des rumeurs et qui voulaient savoir si c'était vrai. Des collègues de travail qui s'inquiétaient de mon absence prolongée. Et même des gens que je connaissais à peine, attirés par le scandale. Le pire, c'est quand j'ai découvert que l'histoire circulait déjà sur les réseaux sociaux. Une collègue de Théo avait posté un message vague sur Facebook, quelque chose comme « Quand la réalité dépasse la fiction », avec des sous-entendus qui ne trompaient personne. Les commentaires fusaient, certains compatissants, d'autres carrément voyeurs. J'ai immédiatement fermé tous mes comptes sur les réseaux sociaux et j'ai demandé à Sophie de faire de même pour éviter que les enfants tombent sur ces horreurs. Mes enfants sont rentrés à la maison au bout de 10 jours. J'avais fait un effort considérable pour remettre la maison en état et pour avoir l'air à peu près présentable. Mais ils ont tout de suite vu que quelque chose avait changé. L'ambiance à la maison était différente. Et moi aussi, j'étais différente. Le retour à l'école a été un calvaire. Dès le premier jour, mon fils est rentré en pleurs. Des camarades s'étaient moqués de lui en lui disant que son père était parti avec son grand-père comme un amoureux. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais il sentait bien que c'était méchant et humiliant. Ma fille, elle, était plus mature. Elle a commencé à poser des questions plus directes. « Maman, papa va revenir quand? Pourquoi il ne nous appelle pas? C'est vrai ce qu'on dit sur lui ?» J'ai pris rendez-vous avec la psychologue scolaire pour expliquer la situation délicate que nous vivions. Je lui ai dit que les enfants étaient victimes de moqueries sans comprendre pourquoi, et qu'il fallait les protéger.
Elle m'a assuré qu'elle ferait le nécessaire pour que les enseignants soient vigilants. Pendant ce temps, je tentais désespérément de joindre Théo. Je voulais au minimum qu'il parle à ses enfants, qu'il leur explique quelque chose, n'importe quoi. Mais son téléphone restait éteint, et mes emails restaient sans réponse. C'est au bout de 3 semaines que j'ai finalement reçu un message de sa part. Pas un appel, pas un SMS, mais un long email qui ressemblait plus à une lettre d'adieu qu'à une explication. Il écrivait qu'il était désolé, qu'il n'arrivait pas à affronter la situation, qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Il disait qu'il aimait ses enfants, mais qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans le mensonge. Il promettait de reprendre contact quand il se sentirait prêt. J'ai relu ce message des dizaines de fois, cherchant entre les lignes un signe d'espoir, une ouverture pour sauver notre famille. Mais il n'y en avait pas. C'était bien une lettre d'adieu déguisée. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Pas seulement de tristesse, mais aussi de rage, d'humiliation, de désespoir. J'avais l'impression que ma vie était finie, que je ne m'en remettrais jamais. Mais le matin suivant, en voyant mes enfants qui partaient à l'école avec leurs petits visages inquiets, j'ai compris que je n'avais pas le droit de m'effondrer. Ils avaient déjà perdu leur père, ils ne pouvaient pas perdre leur mère aussi. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision de me battre. Non pas pour récupérer Théo, cela, je savais que c'était fini, mais pour reconstruire notre vie, à mes enfants et à moi. La phase de reconstruction a été longue et douloureuse, mais c'était nécessaire pour notre survie à tous les 3. J'ai commencé par consulter un avocat spécialisé dans le droit de la famille. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, ferme mais bienveillante, qui m'a immédiatement mise en confiance. Quand je lui ai expliqué la situation, elle a d'abord eu du mal à cacher sa surprise. En 25 ans de carrière, elle n'avait jamais eu affaire à un cas similaire. Mais elle s'est vite ressaisie et m'a expliqué mes droits et les démarches à entreprendre. La première priorité était d'obtenir la garde exclusive des enfants. Étant donné l'abandon de domicile conjugal et l'absence totale de contact avec ses enfants, Théo était en situation de faute grave. L'avocat m'a assuré que j'avais toutes les chances d'obtenir gain de cause. Nous avons également entamé les procédures de divorce pour faute en mettant en avant l'adultère et l'abandon du domicile conjugal. L'aspect particulier de la liaison de Théo avec son père adoptif constituait un élément aggravant qui jouait en ma faveur. En parallèle, j'ai dû gérer les aspects financiers immédiats. Heureusement, j'avais toujours travaillé et conservé une certaine indépendance financière. J'ai bloqué tous les comptes joints et changé les codes de nos cartes bancaires communes. J'ai aussi pris contact avec notre banquier pour m'assurer que Théo ne pourrait pas vider nos comptes depuis Lyon. Le plus difficile était de préserver les enfants de tout cela. J'ai demandé à Sophie de les garder pendant que je m'occupais des démarches juridiques les plus lourdes, mais je savais qu'il faudrait tôt ou tard leur expliquer la vérité, au moins partiellement. La psychologue que je consultais, Dr Martin, m'a aidé à préparer cette conversation délicate. Elle m'a conseillé de rester dans les grandes lignes sans entrer dans les détails sordides, de leur dire que papa avait des problèmes personnels graves qui l'empêchaient d'être un bon père pour le moment. Quand j'ai finalement eu cette discussion avec eux, ma fille a posé la question que je redoutais. « Maman, est-ce que papa va revenir ?» J'ai répondu honnêtement que je ne le pensais pas, mais que nous allions très bien nous en sortir tous les 3. Mon fils, plus jeune, a simplement demandé si c'était de sa faute. Cette question m'a brisé le cœur. J'ai passé 1 heure à lui expliquer que rien de ce qui s'était passé n'était de sa faute ni de celle de sa sœur, que parfois les adultes faisaient des erreurs très graves, mais que cela ne changeait rien à l'amour que j'avais pour eux. Au bout de 2 mois, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Théo. Sa voix était différente, plus froide, plus distante. Il m'appelait pour me dire qu'il souhaitait reprendre contact avec les enfants. Mon premier réflexe a été de raccrocher. Mais j'ai pensé au conseil de Dr Martin qui m'avait dit qu'il ne fallait jamais couper définitivement les liens entre un père et ses enfants, même dans des circonstances exceptionnelles. J'ai accepté de rencontrer Théo dans un lieu neutre, un café du centre-ville, pour discuter des modalités. Quand je l'ai vu arriver, j'ai eu un choc. Il avait maigri, ses cheveux étaient plus longs, il portait des vêtements que je ne lui connaissais pas. Mais surtout, il y avait quelque chose de différent dans son regard, comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. La conversation a été tendue. Il m'a dit qu'il assumait ses choix, qu'il était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été, mais qu'il souffrait de ne plus voir ses enfants. Il voulait mettre en place un droit de visite. Je lui ai expliqué que les enfants étaient très en colère contre lui,
qu'il ne comprenait pas pourquoi il les avait abandonnés sans explication. Je lui ai proposé de commencer par un appel téléphonique surveillé, en présence de Dr Martin. Le premier appel a été un désastre. Ma fille a été froide et distante, répondant par monosyllabes. Mon fils a carrément refusé de lui parler. Théo a tenté de s'expliquer, de dire qu'il les aimait, mais on sentait dans sa voix qu'il n'était pas sincère, qu'il récitait un texte appris par cœur. Après plusieurs tentatives infructueuses, Dr Martin m'a conseillé de suspendre les contacts. Les enfants n'étaient pas prêts, et forcer les choses ne ferait qu'aggraver leur traumatisme. Théo n'a pas bien pris cette décision. Il a commencé à me harceler par téléphone et par email, m'accusant de monter ses enfants contre lui, de leur faire du chantage affectif. J'ai dû faire intervenir mon avocat pour qu'il cesse ses pressions. C'est à cette période que j'ai appris une nouvelle qui m'a achevé. Par une ancienne collègue de Théo qui avait gardé contact avec lui, j'ai su qu'il et Philippe avaient officialisé leur union. Ils s'étaient pacsés à Lyon et vivaient maintenant ouvertement comme un couple. Cette nouvelle m'a fait l'effet d'une gifle. Pendant que moi je me débattais avec les conséquences de leur fuite, eux ils officialisaient leur histoire d'amour. Ils se construisaient une nouvelle vie pendant que mes enfants et moi, nous ramassions les morceaux de l'ancienne. J'ai montré les photos de leur cérémonie à Dr Martin. On y voyait Théo et Philippe, main dans la main, souriants, entourés de quelques amis. Ils avaient l'air heureux, épanouis, comme n'importe quel couple qui célèbre son amour. Dr Martin m'a demandé si je comptais montrer ces photos aux enfants. J'y avais pensé, pour qu'ils comprennent que leur père ne reviendrait jamais, mais elle m'a déconseillé. Les enfants étaient encore trop fragiles pour encaisser ça. Parallèlement à tout cela, ma propre thérapie progressait lentement mais sûrement. J'apprenais à comprendre que je n'étais responsable de rien dans cette histoire, que j'avais été manipulée et trompée par des gens en qui j'avais une confiance aveugle. Le plus dur était de reconstruire ma confiance en moi. Pendant des mois, je me suis demandé comment j'avais pu être aussi naïve, comment j'avais pu vivre 15 ans avec un homme sans me rendre compte qu'il ne m'aimait pas vraiment. Docteur, Martin m'a aidé à comprendre que Théo était devenu très fort pour mentir et manipuler, probablement depuis l'adolescence. Il avait appris à mener une double vie dès son plus jeune âge, et moi, je n'avais aucune chance de détecter ses mensonges. Au bout de 6 mois de thérapie, j'ai commencé à envisager l'avenir différemment. Au lieu de me voir comme une victime, j'ai commencé à me considérer comme une survivante. J'avais réussi à protéger mes enfants, à préserver leur stabilité, à reconstruire notre vie familiale. C'est vers cette période que j'ai pris une décision importante, déménager. Rester dans cette ville où tout le monde connaissait notre histoire était devenu insupportable. Les regards en coin, les chuchotements, les questions indiscrètes. J'avais besoin de recommencer ailleurs, dans un endroit où nous pourrions être anonymes. J'ai trouvé un poste dans une entreprise de Marseille, à 3 heures de route de notre ancienne vie. C'était suffisamment loin pour couper avec le passé, mais assez proche pour que les enfants puissent garder contact avec leurs grands-parents maternels et avec Sophie. Le déménagement à Marseille a marqué un tournant décisif dans notre reconstruction. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Nous avons trouvé un appartement lumineux dans un quartier tranquille, près des écoles pour les enfants et à distance raisonnable de mon nouveau travail. Les enfants ont d'abord eu du mal à quitter leurs repères. Ma fille, surtout, était réticente à l'idée de changer d'établissement scolaire en plein milieu d'année. Mais quand je lui ai expliqué que c'était notre chance de recommencer sans que personne ne connaisse notre histoire, elle a compris l'intérêt de ce déménagement. L'inscription dans leurs nouvelles écoles s'est bien passée. J'avais prévenu les directeurs de notre situation délicate, sans entrer dans les détails. Je leur avais simplement dit que nous sortions d'un divorce difficile et que les enfants avaient besoin de stabilité et de bienveillance. Mon nouveau travail m'a beaucoup aidé à me reconstruire. Mes collègues ne savaient rien de mon passé. Ils me voyaient simplement comme une mère célibataire, compétente et motivée. Cette nouvelle identité professionnelle m'a permis de retrouver confiance en moi. Mais notre tranquillité retrouvée a été de courte durée. 3 mois après notre installation, j'ai reçu une convocation du tribunal. Théo attaquait ma décision de déménager et demandait un droit de visite élargi avec les enfants. Son avocat argumentait que j'avais violé ses droits parentaux en éloignant géographiquement les enfants sans son accord. Il réclamait un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Cette attaque juridique m'a replongé dans l'angoisse. Maître Dubois, qui avait accepté de continuer à me représenter malgré la distance, m'a rassuré. Elle m'a expliqué que la jurisprudence était généralement favorable aux parents qui avaient la garde,
surtout dans des circonstances aussi particulières. Le jour de l'audience a été éprouvant. Voir Théo dans la salle d'audience, accompagné de son avocat, m'a fait remonter tous les souvenirs douloureux. Il avait encore changé d'apparence, ses cheveux étaient maintenant très courts, il portait un costume que je ne lui connaissais pas. Philippe n'était pas présent, mais je savais qu'il attendait sûrement dans les couloirs ou dehors. L'audience a été surréaliste. L'avocat de Théo tentait de le présenter comme un père aimant privé injustement de ses enfants par une mère vindicative. Il évitait soigneusement de mentionner les circonstances de notre séparation, se contentant de parler de différends conjugaux insurmontables. Maître Dubois, elle, n'a pas fait dans la dentelle. Elle a rappelé l'abandon du domicile conjugal, l'absence totale de contact avec les enfants pendant des mois, et surtout la nature particulière de la liaison qui avait provoqué la rupture. Elle a insisté sur le traumatisme des enfants et sur leur refus catégorique de voir leur père. Le juge a demandé à entendre les enfants, ce qui m'inquiétait beaucoup. Ma fille, maintenant âgée de 14 ans, a été très claire. Elle ne voulait pas voir son père pour le moment. Elle avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Mon fils, plus jeune, a simplement dit qu'il était en colère contre papa parce qu'il nous avait abandonnés. Le verdict est tombé une semaine plus tard. Le juge maintenait ma garde exclusive et accordait à Théo un droit de visite très encadré, une fois par mois, dans un point de rencontre surveillé, et seulement si les enfants étaient d'accord. Théo a fait appel de cette décision, ce qui nous a plongés dans une nouvelle période d'incertitude juridique. Pendant des mois, nous avons vécu dans l'angoisse d'une nouvelle convocation, d'une nouvelle bataille judiciaire. C'est pendant cette période que j'ai reçu un appel inattendu de la mère de Philippe, Madeleine. Cette femme de 75 ans, que j'avais toujours trouvée froide et distante, me téléphonait pour me présenter ses excuses. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose d'anormal dans la relation entre son fils et Théo, mais qu'elle n'avait jamais osé en parler. Elle me demandait de laisser une chance à ses petits-enfants de maintenir un lien avec elle, malgré ce qui s'était passé. Cette conversation m'a beaucoup troublée. D'un côté, j'étais en colère qu'elle ait gardé ses soupçons pour elle pendant toutes ces années. De l'autre, je comprenais qu'elle était aussi victime de cette situation, qu'elle avait perdu son fils dans cette histoire. J'ai accepté qu'elle voie les enfants, mais de manière très encadrée. Elle est venue nous rendre visite à Marseille, seule, et a passé un après-midi avec nous. Les enfants étaient méfiants au début, mais ils ont fini par apprécier sa présence. Elle leur a apporté des photos de leur enfance, des souvenirs de leurs grands-parents paternels, et cela leur a fait du bien. Madeleine m'a aussi donné des informations sur la vie de Théo et Philippe à Lyon. Ils s'étaient installés dans un appartement du centre-ville, Philippe avait vendu sa maison et ils vivaient ouvertement leur relation. Selon elle, Théo travaillait dans un nouveau cabinet de kinésithérapie et semblait épanoui. Ces informations m'ont fait mal, mais d'une façon différente qu'avant. Je n'éprouvais plus de la jalousie ou de la tristesse, mais plutôt de l'amertume. Pendant que nous nous reconstruisions difficilement, eux vivaient leur amour au grand jour, sans sembler se préoccuper des dégâts qu'ils avaient causés. La procédure d'appel a finalement eu lieu 8 mois plus tard. Cette fois-ci, l'avocat de Théo a tenté une stratégie différente. Il a essayé de faire passer leur relation pour une histoire d'amour romantique, en insistant sur le fait qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de s'aimer. Cette approche s'est retournée contre eux. Le juge d'appel a été visiblement choqué par cette tentative de romantisation d'une situation qu'il considérait comme malsaine. Il a non seulement confirmé le jugement de première instance, mais a en plus réduit le droit de visite de Théo à 1 fois tous les 2 mois. Cette victoire juridique m'a libéré d'un poids énorme. Enfin, nous étions protégés légalement. Théo ne pourrait plus nous harceler, ne pourrait plus menacer l'équilibre que nous avions réussi à construire. Les enfants ont accueilli cette nouvelle avec soulagement. Ils savaient maintenant qu'ils ne seraient jamais forcés à voir leur père s'ils n'en avaient pas envie. Cette sécurité juridique leur a permis de continuer leur reconstruction sereinement. De mon côté, cette période de bataille judiciaire m'a appris à me battre pour ce qui était juste. J'avais découvert en moi une force que je ne me connaissais pas, une détermination à protéger mes enfants coûte que coûte. 2 ans après notre déménagement à Marseille, notre vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé possible dans mes pires moments. Nous avions non seulement survécu à cette épreuve, mais nous en étions sortis plus forts, plus unis, plus authentiques. Mes enfants s'épanouissaient dans leur nouvelle école. Ma fille, maintenant âgée de 16 ans, était devenue une adolescente remarquable, mature et résiliente. Elle avait développé une empathie exceptionnelle, probablement due à ce qu'elle avait vécu.
Elle s'investissait beaucoup dans les activités associatives de son lycée, notamment celles qui aidaient les enfants en difficulté. Mon fils, lui, avait trouvé sa passion dans le sport. Il faisait partie de l'équipe de football de son collège et excellait également en natation. Le sport l'avait aidé à canaliser sa colère et sa tristesse, et il était devenu un garçon confiant et sociable. De temps en temps, ils me demandèrent des nouvelles de leur père. Je leur répondais honnêtement que je n'en avais pas, mais que s'ils souhaitaient un jour reprendre contact avec lui, je respecterais leur décision. Pour le moment, ils n'en exprimaient pas le souhait, et je ne les forçais pas. Madeleine continuait à nous rendre visite régulièrement. Elle était devenue une grand-mère présente et aimante, sans jamais évoquer son fils ni Philippe. Cette relation s'était construite naturellement, et les enfants apprécièrent sa présence dans leur vie. Pour ma part, j'avais vécu une véritable métamorphose. La femme soumise et naïve que j'étais avant avait laissé place à une femme indépendante et forte. J'avais appris à me faire confiance, à écouter mon instinct, à ne plus accepter l'inacceptable. Professionnellement, j'étais épanouie. J'avais été promue chef de projet dans mon entreprise et je dirigeais maintenant une équipe de 10 personnes. Cette reconnaissance professionnelle m'avait redonné confiance en mes capacités et en ma valeur. Sur le plan personnel, j'avais commencé à envisager la possibilité de refaire ma vie. Au début, l'idée même de faire confiance à un autre homme me semblait impensable. Mais avec le temps et l'aide de Dr Martin, j'avais compris que tous les hommes n'étaient pas comme Théo. J'avais rencontré Laurent, un collègue de travail divorcé lui aussi, père de 2 enfants. Notre relation s'était construite lentement, sur des bases solides de respect mutuel et de compréhension. Il connaissait mon histoire et l'acceptait sans jugement. Les enfants apprécièrent Laurent. Ils ne cherchaient pas à remplacer leur père, mais simplement à être présents et bienveillants. Cette approche respectueuse avait permis de créer des liens authentiques entre eux. Un événement particulier a marqué cette période de renaissance. Un jour, en sortant du travail, je suis tombée nez à nez avec Théo devant l'immeuble de mon entreprise. Il m'attendait visiblement depuis un moment. Mon premier réflexe a été la panique, puis la colère. Que faisait-il là? Comment avait-il découvert où je travaillais? Mais quand j'ai vu son visage, j'ai été surprise par ce que j'y ai lu. Ce n'était plus l'homme sûr de lui qui m'avait quitté. Il semblait fatigué, vieilli, presque fragile. Il m'a demandé si nous pouvions parler quelques minutes. Ma première impulsion était de refuser, mais ma curiosité a été plus forte. J'ai accepté, en précisant que je n'avais que quelques minutes. Ce qu'il m'a dit m'a profondément surprise. Il était venu pour s'excuser. Non pas pour demander mon pardon ou pour essayer de revenir, mais simplement pour reconnaître le mal qu'il m'avait fait, à moi et aux enfants. Il m'a expliqué qu'il avait commencé une thérapie à Lyon, que son psy l'avait aidé à comprendre à quel point son comportement avait été destructeur. Il m'a dit qu'il assumait pleinement ses choix concernant sa vie avec Philippe, mais qu'il regrettait amèrement la façon dont il nous avait quittés. Il m'a aussi parlé des enfants. Il savait qu'ils ne voulaient pas le voir et il respectait leurs décisions. Mais il voulait que je sache qu'il pensait à eux tous les jours, qu'il était fier de la femme que j'étais devenue et de la façon dont j'élevais nos enfants. Cette conversation a duré une 20aine de minutes. À la fin, il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre pour les enfants et un chèque correspondant à 2 ans de pension alimentaire qu'il n'avait jamais versé. Il m'a dit qu'il ne chercherait plus à nous contacter, mais que si un jour les enfants souhaitèrent le voir, il serait disponible. Puis il est parti et je ne l'ai jamais revu. Le soir même, j'ai parlé de cette rencontre à mes enfants. Je leur ai lu la lettre de leur père, dans laquelle il s'excusait de les avoir abandonnés et leur disait qu'il les aimait malgré tout. Ma fille a pleuré. Mon fils est resté silencieux. Quelques jours plus tard, ma fille m'a dit qu'elle aimerait peut-être revoir son père un jour, mais pas maintenant. Mon fils, lui, a simplement dit qu'il avait besoin de plus de temps pour réfléchir. Cette rencontre avec Théo a eu un effet libérateur sur moi. J'avais enfin eu les excuses que j'attendais inconsciemment depuis des années. Cela ne changeait rien au passé, mais cela m'aidait à tourner définitivement la page. Aujourd'hui, 3 ans après cette épreuve, je peux dire que ma vie est plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Mes enfants sont épanouis, j'ai une relation amoureuse saine et équilibrée avec Laurent, et j'ai retrouvé la joie de vivre. Cette expérience m'a appris des leçons essentielles sur la vie. D'abord, que nous ne contrôlons pas tout, que parfois la vie nous frappe de manière imprévisible et douloureuse. Mais j'ai aussi appris que nous avons en nous des ressources insoupçonnées, une capacité de résilience extraordinaire.
J'ai compris l'importance de faire confiance à son instinct. Tous les signaux d'alarme étaient là, mais je les ai ignorés par amour, par confiance aveugle. Maintenant, j'écoute ma petite voix intérieure. Je fais attention aux détails qui clochent. J'ai également appris à ne plus accepter l'inacceptable. Dans ma relation avec Laurent, je pose mes limites clairement dès le départ. Je ne suis plus la femme accommodante qui ferme les yeux sur ce qui la dérange. Mais la leçon la plus importante que j'ai tirée de cette épreuve, c'est que nous avons tous le droit au bonheur. Théo a fait ses choix, j'ai fait les miens. Il vit sa vérité avec Philippe. Moi, je vis la mienne avec mes enfants et Laurent. Je ne le juge plus, je ne lui en veux plus. Sa façon de vivre son homosexualité était probablement la seule possible pour lui, compte tenu de son histoire personnelle. Ce que je lui reproche encore, c'est la lâcheté avec laquelle il nous a quittés, le mensonge qu'il a entretenu pendant des années. Aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, je suis fière de la femme que je suis devenue et de la mère que je suis. Nous avons survécu à l'impensable, nous avons reconstruit notre vie sur des bases solides et nous regardons l'avenir avec confiance. Cette histoire que je vous ai racontée, je la partage pour tous ceux qui vivent des épreuves similaires, pour toutes ces femmes et ces hommes qui découvrent un jour que leur vie était bâtie sur un mensonge. Je veux leur dire qu'on peut s'en sortir, qu'on peut reconstruire, qu'on peut être heureux après avoir tout perdu. Mais je la partage aussi pour rappeler que nos choix ont des conséquences sur ceux qui nous entourent. Quand nous décidons de mentir, de trahir, d'abandonner, nous ne détruisons pas seulement notre propre vie, mais aussi celle de nos proches. La vérité fait mal, c'est certain. Mais le mensonge fait encore plus mal, surtout quand il s'étale sur des années. Si Théo m'avait dit la vérité dès le début, s'il avait eu le courage d'assumer sa véritable nature, nous aurions tous souffert moins longtemps. Voilà mon message. Ayez le courage de vivre votre vérité, mais ayez aussi le respect de ne pas détruire la vie des autres pour y arriver. L'amour ne justifie pas tout, surtout quand il se construit sur les ruines du bonheur d'autrui. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou si elle peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre ces témoignages qui nous rappellent que derrière chaque épreuve se cache souvent une leçon de vie précieuse. Prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté.